Bonjour et bienvenue à tous. Bienvenue, bonjour Carole. Bonjour Alexandra, bonjour les Lyonnes. Je suis avec Carole Burillon aujourd'hui, qui est doyen de la faculté de médecine de Lyon-Sud. Et vous nous accueillez dans votre bureau. Absolument, avec plaisir. Aux côtés d'une conférence qui se tient dans les locaux d'à côté. Et je suis très heureuse parce qu'on va pouvoir parler avec vous de ce milieu universitaire, de la recherche et de la médecine qui est pas forcément facile d'accès. Et donc, on va pouvoir un petit peu investiguer les choses avec vous et s'interroger sur la place des femmes dans ce secteur. Mais d'abord, Carole, première question phare de l'émission. Est-ce que vous êtes une femme engagée? Et pour vous, ça veut dire quoi être une femme engagée? Oui, je suis une femme engagée. On ne peut être qu'engagé quand on fait ces métiers. Parce qu'en fait, j'en fais plusieurs, mais voilà. Être engagé, pour moi, c'est avoir des convictions et essayer de les partager avec d'autres personnes, des hommes et des femmes, pas que des femmes, mais des hommes aussi, surtout des hommes dans ce milieu, en tout cas médical, qui est très masculinisé. Mais voilà, c'est oser. Porter des idées qu'on a au fond de soi, qu'on partage avec d'autres, et être le porte-parole de ces idées et des autres qui n'osent pas le dire. C'est ça d'être engagé. Ouais. Et alors, cet engagement, pour vous, il se traduit comment au quotidien, par exemple, dans votre semaine d'activité intense? Il se porte à l'hôpital dans mon activité de médecin, où je vais au devant de l'administration pour réclamer des besoins de mon personnel, du personnel infirmier, du personnel paramédical dans toute sa grandeur, et du personnel médical. Et donc, je vais au devant de l'administration pour en permanence défendre les intérêts de mon service. À la faculté, je porte à la faculté les besoins de ma faculté au niveau de l'université. Et donc, je vais défendre au niveau de l'université mon budget, mes créations de personnel, pour que la faculté tourne, mais qu'elle tourne bien. Parce qu'en fait, ce qui est très important pour moi, c'est qu'il y ait une sérénité dans le travail. Et je défends ça partout. J'essaie de faire en sorte que non seulement on me suive parce qu'on adhère à mes idées, parce que je force personne évidemment, mais j'arrive à convaincre. C'est ça d'être engagé, c'est de convaincre. Et puis d'arriver aussi à faire en sorte que tout le monde travaille du coup en bonne collaboration, dans un milieu agréable, et le matin il faut être content d'aller travailler. Et donc, je veux que ça, ce soit aussi bien à l'hôpital qu'à la faculté, partout où j'essaie de travailler. Je veux qu'on soit heureux d'aller travailler le matin, femmes ou hommes, évidemment les femmes, puisque c'est ce dont on parle aujourd'hui. Et alors que c'est vraiment pas souvent le cas, pas toujours le cas. Ah oui, c'est vrai, c'est pas le cas. C'est difficile. C'est difficile. Oui. La vie à l'hôpital vient d'être difficile avec le Covid depuis 2 ans, et on voit beaucoup de gens traîner les pieds pour aller travailler, oui. Alors justement, vous le disiez en introduction, c'est un milieu qui est très masculin encore. Est-ce que vous pensez qu'il y a une raison? Est-ce que les femmes, elles n'ont pas les atouts pour réussir dans ce secteur? En médecine, il y a beaucoup de femmes. Depuis quelques années, il y a même plus de femmes en 2e année de médecine que d'hommes. D'accord. On est à 55% et 45% d'hommes. Ça, c'est quelque chose qui change? C'est en train de changer. D'accord. Voilà. C'est en train de changer depuis 10 ans. D'accord. Pourquoi? Parce que les femmes sont... D'ailleurs, pourquoi? Parce que d'abord, elles intègrent les études de médecine, alors qu'avant, il y avait plus d'hommes qui intégraient, naturellement. Les femmes étant peut-être infirmières, par exemple, ce qui est des images du médecin homme et de la femme infirmière. Et donc, elles intègrent beaucoup plus d'études de médecine. Et comme elles sont travailleuses, elles travaillent bien, elles sont intelligentes. Donc, une fois qu'elles sont dans les études, elles bossent un tout petit peu mieux que les hommes. Et elles réussissent. Et ça, c'est bien. Voilà. Donc ça, c'est le premier stade. Il faut déjà rentrer en médecine pour pouvoir devenir médecin, femme. Donc aujourd'hui, on a quand même dans le territoire au moins autant de femmes que d'hommes médecins. Mais dans ma profession de professeur des universités, praticien hospitalier, ça s'appelle PUPH, où il faut vraiment, pour obtenir ce poste, il faut des prérequis très difficiles qui demandent un investissement personnel long et prenant. Il faut publier, il faut être docteur d'université, il faut avoir l'habilitation à diriger la recherche, il faut faire une mobilité en dehors de notre ville. Donc tout ça, c'est pas si facile à construire. D'accord. Et là, les femmes lâchent plus vite que les hommes. On a à Lyon 25% de PUPH femmes seulement sur 100%, donc 75% de PUPH hommes.
Bon, ça va changer. Enfin, d'accord. Voilà, le fait de montrer que des femmes peuvent là arriver quand même, ça aide. Il faut être modèle. Oui, bien sûr. Modèle, et il faut tendre la main à toutes ces femmes. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Voilà. Et il faut tendre la main à toutes ces femmes qui peuvent douter d'elles à un moment ou à un autre. Et c'est ce qu'on fait. Bon. Mais alors justement, pourquoi elles lâchent ? Vous pensez que c'est à cause de quoi ? La vie de famille ? Oui. La chose la plus importante, c'est la maternité. Bien sûr. On est quand même, c'est pas une faiblesse. Hein. La maternité, c'est génial. Hein. J'ai eu 3 enfants, donc j'y suis arrivée malgré possible. 3 enfants. Donc c'est possible, et c'est ce que j'arrête pas de dire aux plus jeunes. Hein. Donc on y arrive, et il faut faire des enfants. Hein, je veux dire, pour ceux qui en ont envie, il faut le faire en tout cas. Hein. Et surtout pas s'empêcher de les faire pour une carrière, surtout pas, parce que sinon c'est un manque. Mais on est toujours un peu plus en retard du coup. Ouais. Et ça, il faut l'accepter. C'est-à-dire que au même âge, un homme est plus avancé dans sa carrière qu'une femme, puisque la femme, elle s'est arrêtée, elle a fait 6 enfants, elle a pris un petit peu de temps, etc. Et ça, il faut le valoriser tout le temps. Hein. Et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs nous actuellement à Lyon dans notre cotation des points, des prérequis pour devenir PEPH, on a mis des points aux femmes qui ont eu 1, 2, 3 enfants. Ah oui, vous l'avez intégré. On l'a intégré dans les points. Ce qui veut dire qu'une femme qui a 2 enfants, finalement, elle a eu plus de mérite de réussir cette carrière qu'un homme n'a pas eu, même s'il en a eu évidemment. Oui, bien sûr, c'est pas les mêmes. Donc ça, on commence à en tenir compte, et ça valorise les carrières féminines. Ah oui, ça c'est quelque chose qui change. C'est en train de changer, vraiment, beaucoup. Et à Lyon aussi, on a créé une association des femmes PEPH. D'accord. Pour justement materner, aider toutes les jeunes qui veulent devenir PEPH aussi. Alors, j'ai plein de questions à vous poser évidemment, mais on va reprendre par le début. On va dérouler le fil de votre carrière. Comment vous avez su que vous vouliez embrasser une carrière en médecine ? Est-ce que c'est devenu tôt quand vous étiez petite ? Alors médecine, oui. Médecine, j'ai voulu être médecin à 11 ans. J'ai eu une fracture du bras. Je suis allée à l'hôpital toute seule parce que mes parents n'étaient pas disponibles juste à ce moment-là, joignables. Donc avec l'ambulance de l'école où j'étais, à l'hôpital Édouard Herriot d'ailleurs, où je travaille maintenant, c'est incroyable. Ouais. Et je suis arrivée aux urgences, et on s'est occupé de moi, et très gentiment et tout, le temps que mes parents arrivent. Et j'ai vu le défilé des médecins, le défilé des infirmières, cette ambiance hospitalière. Et là, j'ai dit, voilà, je veux être médecin. Incroyable, hein, parce que mon père est ingénieur, ma mère ne travaillait pas, s'est occupée de nous, on est 3 filles. Et donc, oui, vous n'étiez pas issu d'un milieu, d'accord. Et j'ai découvert un petit peu ce que c'était à ce moment-là, évidemment très peu. Hein. Et puis après, j'ai dit, c'est ça, je veux faire ça. La vocation. La vocation. Et j'ai jamais été déçue. Vraiment. Hein. Et je pense qu'il faut faire ce métier par vocation quand même. Hein. C'est important parce qu'on donne de soi tout le temps. On a un métier où il faut être empathique, il faut aimer les gens. Il faut les aimer, il faut les entourer, il faut les rassurer, il faut les toucher. Hein. Il faut aimer les gens. C'est bien que vous disiez ça parce que c'est vrai que souvent, on a l'impression qu'on l'oublie un petit peu parce que les études sont extrêmement longues, très exigeantes, très éprouvantes. Très éprouvantes, absolument. Et donc, on a l'impression que parfois, les médecins qui arrivent en exercice, ils sont presque un petit peu déshumanisés par rapport à tout ce qu'ils ont appris avant. Honnêtement, la majorité, non. Non, d'accord. Après, il y en a qui n'avaient pas d'empathie avant et qui n'en auront pas après. Ça s'apprend, mais pas tant que ça. C'est quand même un trait de caractère au départ. Hein. Et alors, à la faculté, on essaie de faire ressortir ça. Dans les stages, etc., on note aussi le caractère empathique des étudiants. Hein, on note les enfants. Donc, on fait attention. Il y a eu des sciences humaines et sociales qui ont été intégrées dans l'enseignement depuis 20 ans. Avant, ça n'était pas. D'accord. Hein. Donc, tout ça, ça améliore quand même la situation de ceux qui auraient peut-être des difficultés à avoir ce sentiment d'aimer autrui, hein, bien sûr. Hein, mais c'est indispensable. Le seul intérêt de la médecine aussi, c'est qu'il y a quand même un panel de professions très important à la fin, et que si malheureusement on sent qu'on n'est pas apte à aimer un patient et à travailler, à être gentil, à avoir un peu d'indulgence naturelle, hein, parce qu'il faut l'avoir, on peut faire autre chose. Hein. On peut être médecin dans une entreprise, on peut avoir médecin dans un laboratoire, hein, on peut être généticien, on peut être même pharmacologue, donc des tas d'autres professions, mais qui ont le même parcours de départ. Et où on va, évidemment, plus voir de patients. Donc, c'est faisable. Donc, il n'y a pas de honte à avoir. Voilà. Et alors, vous faites ce parcours de médecine. Alors, je deviens médecin. Je réussis tout bien parce que je suis une bonne élève. C'est le hasard des choses, mais je suis une bonne élève. Donc, j'ai réussi bien mon cursus. Et puis... vous n'avez pas eu de difficulté, je veux dire, ce parcours que vous abordez sans avoir... Pour être PEPH, si. D'accord. Voilà. Pour être médecin, non. C'est-à-dire que jusqu'à l'internat, j'ai choisi ma spécialité... ophtalmologie, parce que j'admire un ophtalmologue qui était le père d'une de mes amies, et
Et on idéalise toujours autour de quelqu'un. Et c'est ça qui est bien, d'ailleurs, c'est le modèle. Hein. Et donc, je deviens ophtalmo. Et c'est là où, un jour, mon patron, qui allait partir à la retraite quelques années après, me prend dans son bureau et me dit, voilà, il faut que tu sois PUPH, il faut que tu présentes tous les prérequis, il faut que tu bosses ça, que tu travailles ça, etc. Et moi, à l'époque, j'avais 2 enfants qui étaient en bas âge, mes 2 filles aînées. Et heureusement que j'ai un mari qui comprend tout ça, parce qu'il faut aussi être bien entouré dans ces moments-là. Ouais. Et je me lance dans le parcours, je fais ma mobilité, je fais mes examens, je fais tout ce qu'il faut faire pour arriver à être PUPH. Malheureusement, la première fois que je me présente à Paris, à Lyon, je suis surprise, mais à Paris, parce qu'on passe un CNU, le Conseil national d'université, qui est dans la spécialité. Et là, je suis recalée, pas pour mes compétences, mais parce qu'il y a un autre candidat plus pistonné que moi qui prend ma place. D'accord. Voilà, homme. Ouais. Donc là, premier coup dur. C'est le vraiment premier coup dur de ma carrière. Je descends au fond du trou. On descend au fond du trou dans ces cas-là, même si on est bien entouré. Je vais discuter avec le président du CNU qui m'a recalé et il me dit non, j'étais obligée de faire comme ça, donc politique. Ouais. Et tu te représentes, on attend 2-3 ans et tu te représentes. Et c'est là où, à Lyon, j'ai quand même eu quelques petites remarques de mes collègues hommes qui me disaient, mais Carole, parce que du coup, je fais mon 3e enfant à ce moment-là. D'accord. Je me dis, bon, je me venge. C'est presque ça. J'avais envie, hein. Mais je me dis, j'ai un trou, voilà, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai un petit garçon, donc après 2 filles, donc c'est le bonheur. Et j'entends autour de moi, j'étais praticien hospitalier, hein, donc j'étais plein temps à l'hôpital. Je travaillais très bien, j'adorais ce que je faisais. Et j'entends des hommes autour de moi qui me disent, mais tu vois, tu es praticien hospitalier, tu as tes enfants, pourquoi tu restes pas comme ça, etc. Là, j'ai eu des enfants. Il faut se contenter, il faudrait vous se contenter de ce que vous aviez. Et là, ça m'a donné un booster. Là, au contraire, au lieu de me dire, oui, finalement, ils ont raison, ces hommes, j'ai dit, c'est hors de question. J'ai tout fait ça, je vais continuer. Et donc, je me suis représentée et j'ai pu être PUPH. Voilà. Ah oui, d'accord. Et après, donc, PUPH, donc, je travaille en ophtalmologie. Donc, PUPH, redites-nous la particularité. Professeur des universités, praticien hospitalier. On a 2 salaires. D'accord. On a la moitié de notre salaire qui est l'hôpital, le CHU, et l'autre moitié, c'est l'université. D'accord. Donc, on est censé faire des cours, enseigner dans le service auprès de nos étudiants hospitaliers et nos internes. D'accord. Enseigner à l'université nos cours, donc en ophtalmologie pour moi, et puis aller dans les congrès, participer à des travaux de recherche. Oui. Donc, je suis affiliée à une unité de recherche qui travaille sur les cellules souches en général, l'ingénierie. Et donc, moi, je travaille sur des cellules souches de la cornée. D'accord. Ma spécialité, c'est la cornée. Par exemple, après des brûlures des yeux, pour régénérer la cornée, il faut remettre des cellules souches. Et donc, on fait des travaux de recherche. Hein. On n'est pas encore... c'est pas encore en pratique courante, mais je fais des travaux là-dessus. Voilà. Okay. Donc ça, c'est le côté enseignement et recherche, qui est le PU, professeur d'université. Hein. Et praticien hospitalier, c'est la clinique. J'ai des patients, je les opère, etc. Voilà. Ah oui, donc c'est vraiment les deux jambes. Les 2 casquettes, voilà. C'est ça. Et quand on est professeur d'université, un jour ou l'autre, on peut se rapprocher de l'université, donc de la faculté de médecine à laquelle on est rattaché. C'était Lyon Sud pour moi. Et rentrer dans le conseil de faculté. D'accord. Donc là, on est élu, mais c'est des processus relativement simples, parce qu'il n'y a pas beaucoup de volontaires. D'accord. Ah oui. Donc, il y a une crise de l'engagement d'une manière générale, pas forcément. Quand on est déjà PUPH, on travaille beaucoup à l'hôpital malgré tout. D'accord. Hein, on est souvent chef de service à un moment, donc on a beaucoup de choses. Donc, aller à l'université, il faut en avoir envie, quoi. D'accord. C'est pas inné. Donc, je me suis rapprochée de l'université, je suis rentrée au conseil de fac, puis après dans le bureau du conseil de fac. Et un jour, le doyen, donc il y a 10 ans, le doyen en place a été élu président d'université à Lyon. Il fallait qu'il démissionne, il fallait qu'il y ait un nouveau doyen. Je me suis présentée et j'ai été élue par le conseil de fac. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui est les moteurs de votre engagement? J'ai envie de vous demander, parce que je veux dire, c'est vrai qu'effectivement, comme ces collègues vous l'avez fait remarquer, vous étiez déjà très occupés, vous avez une vie professionnelle et personnelle accomplie. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous vous dites, je vais faire plus, j'ai envie de faire plus, ou j'ai besoin de faire plus? Alors, il y a les rencontres, et c'est des opportunités. On a toujours dans la vie un moment où on a 2 chemins, où on prend le chemin finalement, où on reste dans son confort, tranquille, on continue. Il n'y a aucune remarque à faire contre ça. C'est bien, c'est déjà bien de continuer à travailler comme il faut. Et puis, il y a l'autre chemin
Et moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours été attirée par qu'est-ce que je pourrais faire d'autre encore. Et il faut oser. Et ça, je dis toujours aux femmes, osez, n'ayez pas peur, croyez en vous. Voilà. À partir du moment où on se dit pourquoi pas moi finalement. Voilà. Et donc quand on m'a proposé le poste de doyen, il y avait un homme avec moi, il y avait un homme qui s'est présenté aussi même pas. Donc j'aurais pu me dire oh là là, lui il est là, c'est un homme. Non, je vais pas me présenter parce que. Eh ben j'ai dit non, pourquoi non, ça serait bien que ce soit une femme. Et voilà. Donc il faut oser, même si on n'a peut-être pas toutes les compétences au départ, parce qu'on va apprendre après. Mais c'est en osant et en y allant. Les compétences, il n'y a pas de raison qu'on ne les acquiert pas et qu'on devient aussi bon que n'importe quel homme. Il n'y a pas de raison. Voilà. Et vous n'avez jamais douté? Vous n'êtes pas dit, je ne sais pas. Si, il faut douter. Douter, c'est la vie, c'est bien. Ouais. Il faut douter. Si, j'ai douté. Mais. Ça ne vous a pas empêché? Non, voilà. Il ne faut pas s'empêcher. Alors, il ne faut pas non plus se démolir. Hein. Attention, il ne faut pas non plus arriver à un. J'ai eu de la chance, je ne stresse pas. Ah, d'accord. J'ai une chance inouïe. Je suis chirurgien. Et heureusement. C'est mieux, vous avez raison. Non, mais vous voyez, c'est important. C'est vrai. Devant toutes les complications qu'on a quand on opère, il ne faut jamais stresser. Il faut toujours prendre le temps de dire qu'est-ce que je dois faire. Il ne faut pas que le patient, nous, on a beaucoup d'anesthésie locale, il ne faut pas que le patient sente quoi que ce soit. Bien sûr. Donc ça, je l'applique dans ma vie de tous les jours. Je suis une optimiste aussi de nature. J'ai une chance aussi, voilà. J'ai des bons gènes de mes parents, sans doute, voilà. Et ça tant mieux. Et de ce fait, oui, j'ai douté, mais chaque fois, ça a été un challenge et j'étais bien entourée. Et je sais aussi, c'est très important dans tous nos métiers de femmes, un peu de la responsabilité, je sais déléguer. C'est-à-dire qu'autour de moi, je délègue telle fonction à telle personne, etc. Et j'ai confiance en eux. Et on se réunit, on rapporte, on échange. Mais je veux dire, quand je leur donne quelque chose à faire, je les laisse faire. Je ne suis pas là derrière eux à tout contrôler. Et ça, je pense que beaucoup d'hommes ne savent pas le faire. Déléguer. Moi, vraiment, alors, je travaille à l'hôpital, je travaille ici en déléguant le travail et j'ai confiance complètement aux personnes qui me rapportent après ce qu'ils ont fait. Et voilà, ça se passe très bien. Alors, vous parlez du stress du chirurgien, enfin du non-stress du chirurgien. C'est des choses qui s'apprennent au cours de vos études ou c'est vraiment des compétences qu'on a déjà en soi Ça s'apprend parce qu'on apprend à bien opérer. Voilà, donc, les premières opérations, on tremble, on n'est pas bien. Donc, c'est vrai, c'est normal. Mais c'est vrai qu'on apprend de ses maîtres. Oui. Et on apprend à se maîtrise. On apprend à maîtriser ses émotions. Et notre maître doit nous donner confiance. Donc, il nous fait opérer la première fois, on n'est pas bien, on tremble. La deuxième fois, ça va un petit peu mieux. Et puis il nous dit derrière, mais c'est bien, tu vois, tu as bien fait là, comme ça. Bon, là, tu vois, tu aurais pu faire comme ça, mais la prochaine fois, tu fais. Et la troisième fois, ça va mieux. Et la quatrième fois, oui, on apprend à ne plus stresser quand on opère. Mais il faut qu'on arrive à ce stade-là pour pouvoir après enseigner, justement, qu'on ne doit pas avoir de stress. Donc, la clé, c'est la confiance. Oui. C'est un peu la confiance avec la personne au-dessus de toi, maîtresse, qui va nous aider, qui nous apprend. Mais pareil pour les étudiants en médecine. Quand ils viennent me voir, je ne sais pas si je continue mes études, etc. Si moi, je leur dis, abandonne, voilà. Non, je suis là, je leur dis, mais non, tu vas continuer parce que tu as fait le plus difficile. Maintenant, dis-moi ce qu'il te faut, qu'est-ce que tu as besoin, qu'est-ce que tu as comme problème. J'essaie de mettre à plat tous les problèmes, on leur trouve des solutions et on en trouve, parce qu'on en trouve toujours des solutions. Et vous accompagnez beaucoup d'étudiantes femmes qui viennent vous voir pour vous dire, je ne suis pas sûre d'y arriver. Oui. Alors, étudiantes en médecine, pas plus de femmes que des hommes, parce que étudiants, ils sont encore jeunes. Mais internes, assistants, il y en a beaucoup et qui se posent des questions. Alors, ils veulent pas tous être PUPH. Il y en a très peu, d'ailleurs, dans le lot. Et heureusement, parce qu'il y a pas des postes pour tout le monde, il ne faut pas. Mais avant même des PUPH, il y en a qui doutent d'elles. Et vous leur dites quoi, alors, à ce moment-là? Je leur dis, justement, regarde ce que je fais. Je ne suis pas du tout... je me sens pas une superwoman du tout. J'ai fait mes enfants quand il a fallu que je les fasse. Donc, c'est un bon exemple, ça, parce que souvent, si c'est une femme qui n'a pas eu d'enfants, c'est difficile de se comparer après. Donc, ça, pour moi, et mes enfants, finalement, ils ont tous les trois un métier, ils sont bien dans leur peau. Donc, on n'a pas l'impression d'avoir gâché l'éducation des enfants parce que soi-même, parce que c'est ça que se reprochent les mères, les femmes. Bien sûr. Elles se disent, mais moi, je n'ai pas donné du temps à mes enfants, donc mes pauvres enfants. Alors, en fait, quand je discute avec mes enfants, parce que j'en discute souvent, avec mes filles, c'est pas un problème. Il n'y a pas de traumatisme. Pas du tout. Parce que le peu de temps que je leur donnais, c'était qualitatif. C'est ce qu'il faut. C'est pas la quantité qu'il faut aux enfants.
c'est que quand on est avec eux, on est vraiment avec eux tout le temps. Alors, c'est sûr que je n'ai pas fait du golf. Oui. Voilà. C'est ça. Alors, j'ai des collègues qui sont en privé. Mais ils avaient peut-être une maman aussi très épanouie dans ce qu'elle faisait. Mais peut-être, mais ce n'est pas le problème d'ailleurs. Voilà. Ce qu'il faut effectivement pour un enfant, c'est que la mère soit épanouie, soit bien. Et à ce moment-là, c'est un exemple même pour eux, parce qu'ils se disent, si ma mère réussit, moi, je vais y réussir aussi. Et c'est pareil pour les jeunes. D'ailleurs, mes étudiants, c'est mes enfants. Quand je me suis présentée la première fois pour être élue dans le conseil de fac, un quart des étudiants sont dans le conseil de fac. Donc, vote. Donc, c'est beaucoup, un quart, 25%. Beaucoup, Eh bien, je leur ai dit, voilà, si vous acceptez que je sois votre doyen, je serai là comme une mère. Je serai là pour vous aider, pour vous accompagner jusqu'au bout de vos études. Et j'entendrai vos problèmes et tout. Mais je serai sévère comme une mère aussi doit l'être. Oui, c'est ça. Et je suis comme ça. Oui, c'est ça. La bienveillance peut être doublée d'exigence. C'est pas incompatible. Voilà. Et c'est pareil à l'hôpital. Je suis pareil. Je suis extrêmement bienveillante. Je suis à l'écoute de tout le monde, parce qu'on a tout le monde des problèmes, et c'est normal. Mais quand il faut travailler, à un moment ou à un autre, je dis stop, ça va. Le privé ne doit pas non plus rentrer toujours à l'hôpital. Oui. Il faut que vous laissiez vos soucis et que quand vous arrivez à l'hôpital, vous puissiez travailler sereinement avec les autres qui sont autour de vous. Et puis bien sûr, j'entends que ça peut vous perturber. On va chercher des solutions pour que vous soyez moins perturbés. Voilà. En fait, c'est l'écoute, mais ça, c'est un médecin. Je suis comme un médecin. Donc, je suis toujours à l'écoute des patients et les patients aiment ça aussi. Mais est-ce que vous arrivez quand même, malgré tout, à vous dégager du temps pour vous? Parce que j'imagine que vos semaines, elles doivent être particulièrement chargées avec tout ça. Non, je n'ai pas beaucoup de temps pour moi. Honnêtement, le sport, non. Les vacances, le minimum quand même, évidemment. Mais je ne peux pas dire que j'ai du temps uniquement pour moi pour aller faire des activités personnelles. Non. Et comment mais ça ne fait rien, ça me plaît. En fait, j'adore ce que je fais. D'accord. Donc, ça vous régénère. Voilà. Je n'ai pas l'impression d'aller. Comme je dis, le matin, je vais travailler, je suis contente. À part quand c'est un petit peu trop tôt, de temps en temps, je ne suis pas du matin, moi, je suis plutôt du soir. Je peux travailler jusqu'à 23h sans problème, mais le matin, c'est plus difficile. Pourtant, je suis chirurgien et je peux vous dire, pendant toutes ces années, il fallait être à 7h30 au bloc, j'étais à 7h30 au bloc. Donc, je le fais. Mais à choisir. Mais j'aime ce que je fais. Oui, c'est la clé. J'aime les patients, j'aime l'ophtalmologie, j'aime discuter avec les patients. Moi, une consultation, pendant 5 minutes, je parle du patient. D'accord. Où vous en êtes, quand c'est un jeune, qu'est-ce que tu fais comme étude, qu'est-ce que vous faites comme étude, je vous vois selon l'âge. Et les gens plus âgés, je m'enquête de qu'est-ce qu'ils font comme métier, comment ils sont accompagnés, conjoints, pas conjoints, enfants. Quand on va les opérer, qui viendra vous chercher, votre mari, vos enfants. Ils me disent parfois, mais mes enfants, vous savez, ils sont occupés. Je dis, non, c'est pas normal. Là, il faut quand même leur dire, vous allez être opérés. C'est logique qu'ils se libèrent un petit peu. Mais j'oserais jamais les déranger. Voilà. Donc, j'essaie de dégrossir tout ça parce que c'est la sérénité pour se faire opérer aussi. Ça fait partie d'un ensemble. Et ça, c'est génial. Je vous assure, parler 5 minutes du patient, puis après voir le problème ophtalmo, évidemment. Bien sûr. Mais c'est ça qui crée le lien entre le patient et le médecin. Et c'est la base de notre relation. C'est génial. Et alors, malgré toute cette activité qui vous prend déjà tout votre temps, vous n'en êtes pas resté là, c'est-à-dire que vous avez souhaité vous impliquer davantage encore dans la cité. Vous exercez actuellement un mandat de conseillère métropolitaine. Pourquoi avoir eu envie de s'engager en politique? Encore des rencontres. Encore des rencontres. Il y a déjà 12 ans, Gérard Collomb, que je rencontre à l'occasion d'une réunion avec d'autres amis un soir, s'intéresse à ce que je fais et me dit je n'ai pas beaucoup de médecins autour de moi dans mon entourage, j'aimerais bien que vous puissiez me rejoindre, mon équipe. Il y a 12 ans, je n'étais pas prête. J'allais être doyen d'ailleurs et c'était trop tôt, j'étais encore très occupée à l'hôpital, j'avais beaucoup de choses à faire. Je ne me voyais pas prendre encore cet engagement. Et puis, il y a 8 ans, il est revenu pour le deuxième mandat, donc en 2015. Il est venu me redemander et là j'ai dit allez, je me sens prête, mes enfants étaient plus grands, c'est ça aussi. Oui, bien sûr. Il y a des moments dans la vie et il ne faut pas se le reprocher, je veux dire. On dit non une fois, mais vous voyez, j'ai dit non, il est revenu me chercher quand même. Donc les gens ne nous en veulent pas parce qu'on dit non. Il vaut mieux dire non comme il faut plutôt que de dire oui, de mal le faire. C'est vrai. Donc voilà. Donc je me sentais pas prête, j'ai dit non. Je me sens prête, j'ai dit oui. Et à ce moment-là, j'ai vraiment accompagné Gérard Collomb dans le mandat où il a été maire et puis conseiller président de la métropole.
Et dommage, il part 2 ans après parce qu'il part à l'Élysée, ministre d'État et ministre de l'Intérieur. Et c'était, là, il est parti. Bon, du coup, la majorité s'est un peu abîmée à Lyon. Ouais. C'est pour ça qu'on a malheureusement perdu les élections les dernières il y a 2 ans. Quoi. Mais cet engagement dans la vie locale, c'est-à-dire, il vous apportait quoi ? Il vous nourrissait ? Vous apportiez quelque chose ? C'est plutôt moi qui apportais. Enfin, il m'a apporté, alors d'apprendre, de rencontrer d'autres personnes. D'accord. Complètement, fondamentalement différentes de moi. D'autres milieux. Et ça a été une grande épreuve au début. J'ai été conseillère d'arrondissement dans le 8e. Ouais. Donc, on m'a mise là parce que j'étais à côté. C'était l'hôpital d'Orio et dans le 3e, Mimix. D'accord. Donc, on m'a mis dans le 8e. Ce sont des gens extraordinaires. Donc, j'ai rencontré un maire et les adjoints et le conseil d'arrondissement. Je ne fréquentais absolument pas ce genre de milieu avant. D'accord. Et j'ai adoré. Ça a été des amitiés vraiment que je garde encore, que je les ai encore rencontrées récemment, très fortes. Donc, on était tous dans la même optique d'améliorer la vie dans la société. Le 8e, c'est un quartier qui n'est pas riche du tout. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des femmes très malheureuses, des femmes seules. Enfin, je me suis occupée d'autres personnes, en fait, que la médecine, que des malades. Oui. C'était pas des malades, là. Mais ils étaient quand même sacrément malades. Ils avaient d'autres soucis. D'autres soucis, graves. Et donc, ça m'a plu, ça, vraiment. À la fois de m'occuper, donc, des gens, des habitants, de notre ville. Et puis, à la fois de voir à quel point il y avait des personnes de la société civile qui s'engageaient en politique avec un cœur grand comme ça, et des femmes. C'est surtout des amitiés de femmes que je me suis faites. D'accord. Mais elles étaient fondamentalement différentes de moi, pas du tout de mon milieu, mais ça fait rien, je veux dire. On a été tout de suite en symbiose et ça, c'est génial. Ça, j'ai beaucoup aimé. Et après, donc, j'étais donc conseillère dans l'arrondissement, conseillère municipale à Lyon. Ouais. Et là, donc, on a discuté. C'est là où j'ai vraiment apprécié et appris à connaître Gérard Collomb, un homme politique sensationnel, qui est rassembleur, qui a été bâtisseur, qui a fait de Lyon une capitale européenne. C'est vraiment... et il était sur tous les sujets, sur tous les thèmes. Notamment sur la recherche, c'est un grand marqueur de son... Vraiment, il nous a beaucoup aidés, mais il était à l'écoute de ce qu'on lui disait. Donc, chaque personne autour de lui qui lui apportait quelque chose, il était à l'écoute. Il a été à l'écoute de moi au niveau de la médecine, donc du CHU, puisqu'il est dans le conseil de surveillance du CHU, il est président du conseil de surveillance. Donc, il était vraiment à l'écoute de tout ce qu'on pouvait lui apporter. Et ça a été très, très... Donc, pour vous, c'est une expérience très enrichissante. Vous avez eu le sentiment de participer à quelque chose. Et ce que je n'ai plus du tout depuis 2 ans, malheureusement, parce que la majorité actuelle, je suis donc dans l'opposition, c'est normal, et la majorité actuelle nous exclut un petit peu de tas de processus décisionnels. Alors, peut-être que on faisait pareil à l'époque, mais j'ai pas l'impression, au contraire, dans les conseils d'administration de tout, où doivent être tous les conseillers, il y avait beaucoup de gens de l'opposition qui étaient dans les conseils d'administration et pas que les gens. Et là, non, on est exclu de tout, si vous voulez. Il n'y a que la majorité actuelle qui va dans ces conseils d'administration, etc., dans les instances. Et puis, voilà. Enfin bon, je ne vais pas parler de la politique aujourd'hui à Lyon. J'espère qu'on va avoir des jours meilleurs. En tous les cas, voilà, quel conseil vous donneriez du coup aux jeunes femmes qui nous écoutent, aux femmes, ou tout court d'ailleurs, qui nous écoutent et qui ont envie peut-être de franchir le cap, de s'engager en politique ou de prendre plus des positions plus importantes dans leur secteur d'activité? D'avoir confiance en elles et d'oser. Et toujours d'oser. Surtout, de pas douter d'elles. Toutes les femmes, elles ont les capacités, à partir du moment où elles sont dans un certain niveau, évidemment. On ne devient pas PUPH sans avoir rien fait. Bien sûr. Ou on ne devient pas doyen, etc. Ou même rentrer en politique, il faut au départ avoir quelque chose qui s'est passé. Il faut rencontrer quelqu'un qui nous aide. Il y a toujours un maître ou une maîtresse, mais je veux dire, il y a toujours quelqu'un, un modèle qui nous fait passer la marche. Un déclencheur. Voilà, qui nous fait monter. Et il faut prendre la main à ce moment-là. Maintenant, moi, j'aide à faire monter. Mais je veux dire, à l'époque, il y a quelqu'un qui m'a fait monter et qui m'a dit, viens là, pourquoi tu ne viendrais pas? Ah bon, tu crois, mais moi, non. Mais si tu peux, il n'y a pas de raison. Et peut-être qu'il n'y en a pas assez de ces gens qui nous font monter. Je pense qu'il y en a de plus en plus. Je suis assez optimiste pour la génération qui vient. Quand je vois mes enfants, hommes, femmes, c'est pareil. Et mon fils, il n'est pas du tout
macho du tout, quoi. Ben, évidemment, il a 2 sœurs, une mère et tout. Mais je veux dire, il n'empêche qu'il est avec une petite copine. Et là, actuellement, chacun suit son métier, sa formation. Et il n'y en a pas un qui va privilégier sa formation par rapport à l'autre. Du tout. C'est normal que les deux avancent pareil. Ouais. Mes filles, c'est pareil. Et ça, je pense que tout le monde maintenant voit nos étudiants, ils raisonnent comme ça aussi. Donc, il n'y en a pas un qui se sacrifie pour l'autre. D'accord. Ou alors, si on se sacrifie, c'est dans une entente des deux et qu'il y aura un juste retour à un moment ou à un autre. Ouais. Voilà. C'est une volonté à ce moment-là de couple. Voilà, c'est ça. Tout à fait, on le respecte. Mais c'est un vrai partage. Et il faut d'ailleurs que ça se passe de temps en temps. Attention, je ne suis pas là pour... Et puis, il ne faut pas culpabiliser les femmes non plus qui n'ont pas envie d'y aller. Parce que souvent, on dit, mais pourquoi? Mais non, si elle est très bien dans sa vie actuelle, mère au foyer, pourquoi pas? Ou en disponibilité pour une raison X ou Y, il ne faut pas les culpabiliser, ces femmes. Parce qu'elles ont besoin de ce temps à un moment de leur vie. Mais par contre, ce qu'il faut leur dire, c'est qu'un jour, elles ont le droit de changer. Oui. Et que ce n'est pas parce que quelques années, elles se sont arrêtées ou elles ont diminué leur activité parce qu'il le fallait, qu'elles n'ont pas le droit un jour à pouvoir rebondir et à prendre des responsabilités. Voilà, et à ce moment-là, nous, il faut qu'on soit là pour les aider, toujours au dernier moment. Il faut qu'on les pousse parfois. Et alors du coup, dernière question, si vous aviez, vous, une baguette magique pour mettre en place quelque chose qui permettrait aux femmes de plus s'engager dans le débat public, vous feriez quoi? La baguette magique, c'est l'éducation, au départ. Ouais, c'est vraiment partir à la base et faire que dans les écoles, dans les collèges, les lycées, voilà, il y a une mixité totale de tout. Mais c'est en train de se faire. C'est vraiment en train de se faire. Je vous parlais de mes enfants, mais je veux dire, je le vois bien. Le raisonnement est plus du tout pareil. Homme-femme, c'est pareil. C'est pas pareil. Attention, restons des femmes. Oui. Ne dépendons pas des hommes. Non. Chacun, on fait des enfants. C'est la seule chose qu'on a vraiment de. C'est pas. Les hommes ne pourront jamais faire des enfants, je pense. Et donc, restons des femmes avec notre féminité et toute notre douceur, etc. Mais notre rigueur, ça n'empêche pas. Mais par contre, l'égalité homme-femme, elle est là maintenant. Elle est là. Elle est vraiment, tout le monde la prône, quel que soit l'homme politique. Tout à fait. Donc, profitons-en pour que. Alors, qu'est-ce que j'ai la baguette magique pour aider les femmes? Qu'est-ce que vous feriez? Je pense qu'il y a c'est déjà tellement bien installé. Je ne suis pas sûre qu'il y en ait vraiment besoin encore plus. Je crois que déjà maintenant, il suffit de continuer sur notre lignée de tout ce qui a été fait et ça va se faire naturellement. La parité pour la parité, je suis contre. À compétence égale, oui, mais pas. Je veux pas qu'on mette des femmes parce qu'il faut en mettre. Ouais. Il faut que les femmes soient volontaires pour le faire. Il faut donc les déculpabiliser. Et puis, par contre, chaque fois qu'il y a une bonne volonté féminine, il faut l'aider à y arriver. Moi, dans ma profession, je le fais tout le temps. Toutes les femmes, je les mets en avant. Je leur donne des responsabilités dès qu'elles ont. Voilà. Et autant les hommes que les femmes, je veux dire. Je ne favoriserai pas une femme pour une femme. Attention, je le dis toujours. C'est les femmes et les hommes, quand ils ont les mêmes compétences, c'est vrai que je vais tirer une femme. Je vais lui dire, allez, viens, tu vas être responsable de ça, tu vas te mettre là dans le PAM de chirurgie, tu vas faire. Voilà. Je vais la mettre responsable. Dans mon conseil de fac, j'ai tiré des femmes aussi pour être responsable des commissions, etc. Mais j'ai mis des hommes aussi. Voilà. Surtout, la parité, elle doit être dans les deux sens. C'est ça, c'est la mixité qui fait que... C'est génial et c'est très bien de travailler avec des hommes et avec des femmes. Donc, continuons cette mixité. Continuons tout le travail qui a été effectué. N'exagérons pas dans l'autre sens. Surtout pas... c'est pas la femme pour la femme. C'est la femme avec l'homme. Et on travaille ensemble et on va y arriver. Et je suis très optimiste pour l'avenir, pour qu'il y ait autant d'hommes que de femmes, mais parce qu'il y a des très belles compétences féminines et que petit à petit, les femmes prennent des postes de responsabilité de façon 50%. Voilà. Oui. Je crois que c'est une très bonne conclusion pour l'équipe des Lyonnes. Tout à fait le travail qu'on mène avec ce collectif. Merci beaucoup de nous avoir reçus et de nous avoir accordé un petit peu de votre temps dans cette semaine chargée. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Café des Lyonnes. Merci. Au revoir, Carole. Au revoir.